Cher Nicolas, nous sommes réunis pour notre troisième rencontre. Donc, je rappelle les dramatis personae. Il n'y en a que deux, ça sera assez facile. Donc, Nicolas Grimal, professeur au Collège de France et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Noël Robert, idem. Voilà, donc ne mélangeons pas les prénoms. Et nous allons parler, nous allons peut-être poursuivre la discussion que nous avions commencée la dernière fois à propos de l'écriture, des questions d'écriture, parce que le sujet est vaste et nous n'avons fait que l'effleurer, d'autant plus que tu m'as fait remarquer que j'avais oublié de répondre à l'une de tes remarques, de prolonger l'une de tes remarques et questions en même temps, et je pense que nous pouvons partir de là, à propos du caractère figuratif de l'écriture, la façon dont elle influe aussi sur le choix sur les choix littéraires comment on dit maintenant, des acteurs, des agents, et la façon de ce type d'écriture que nous allons essayer de redéfinir peut exercer une influence culturelle plus longue, plus pérenne d'un certain côté. Nous pourrons comparer, disons, l'action des alphabets et des écritures. Alors, nous reviendrons sur le choix des termes pictographiques, idéographiques, logographiques. Enfin, est-ce qu'il est nécessaire de s'engager dans des discussions byzantines à ce sujet? Nous aurons toujours des gens pour nous opposer les meilleurs arguments dans nos choix. Donc, mais disons, parlons plutôt des usages. Alors, je pense que tu voulais repartir à propos des... Nous avons parlé de l'écriture nashi. Oui, alors je pense qu'effectivement, la question que je me pose, que je ne suis pas tout à fait le seul à me poser d'ailleurs, est celle de la relation qu'il y a dans la transmission écrite entre l'image à proprement parler, donc, et le phonogramme, le logogramme, bref, ce qui relève de l'écriture au sens où nous l'entendons, nous, bien que l'image soit aussi une forme d'écriture. Je m'explique. En égyptien ancien, est-ce qu'il y a une différence entre la façon dont est noté un texte littéraire, qu'il s'agisse de hiéroglyphes, d'écriture cursive, c'est-à-dire d'écriture pour lesquelles l'image a moins d'importance apparemment qu'elle n'en a quand il s'agit de hiéroglyphes gravés sur les murs d'un temple? Alors je pose la question parce que si on va dans les temples d'époque tardive, d'époque ptolémaïque et romaine en Égypte, les scribes qui ont couvert les murs de ces temples d'inscriptions religieuses, à fond théologique, toutes, en fait, sont des maîtres de la créativité littéraire, de la création littéraire, et ont un trait de caractère qui, à moi, m'enchante, mais qui en enchante peut-être moins d'autres, ce sont les rois du calembour. Ils font des jeux de mots, mais absolument invraisemblables, pour expliquer la création. Le dieu créateur se met à pleurer, les larmes sortent de ses yeux, les larmes ça se dit Rémou, et du coup les hommes sont créés, les hommes ça se dit Rémou aussi, et ainsi de suite. Donc il y a toute cette série de jeux de mots, de calembours, qui jouent à la fois sur le plan graphique et sur le plan phonétique. On pourrait se demander si, dans un autre système de notation, on ne pourrait arriver au même effet. Alors, c'est vrai que le calembour, on sait très bien faire, surtout en France, il y a une tradition redoutable de calembour, mais pour un Égyptien, le verbe étant créateur, on peut se demander si l'image n'est pas elle-même créatrice. En d'autres termes, est-ce que cela donne des formes d'expression littéraire particulières que nous n'aurions pas, nous, dans nos systèmes de notation, et quelle est l'attente que l'on peut avoir entre ce qui est écrit, donc le message scriptural, et ce qui est derrière, c'est-à-dire le contexte plus ou moins exprimé. On a en effet, en Égypte ancienne, tout un fond littéraire que l'on qualifierait chez nous de fables. Ce sont des fables au sens des fables d'Ésope, des fables de La Fontaine. Et ces fables-là, on n'a aucune écriture, on n'a aucun texte qui nous donne le contenu de ces fables,
En revanche, on a des allusions qui nous font comprendre qu'il s'agit de scénettes, d'images, etc. Et on a des représentations purement graphiques, qui sont donc à proprement parler illisibles, puisqu'on ne sait pas comment les phonétiser, mais qui racontent une histoire. Oui, oui, là, c'est vraiment un cas très illustrateur, je dirais, de cette... Je vois beaucoup de parallèles qu'on pourrait faire avec l'écriture que j'appellerais sino-japonaise, puisque le point de vue, c'est l'utilisation de cette écriture, pour l'instant au Japon, l'écriture chinoise à l'origine, mais au Japon, qui a changé en quelque sorte de nature, puisqu'elle elle garde le côté logographique ou idéographique, et en même temps le côté phonétique. Et je prendrai peut-être deux exemples qui sont minuscules par rapport à la question, mais qui me semblent représentatifs. D'un premier cas, alors du calembour, justement, et qui, je vais faire simple, je vais partir du premier grand recueil poétique japonais qui s'appelle le Manyoshu, donc le recueil des 10 000 feuilles ou des 10 000 générations, selon la façon dont on l'écrit, qui date de la fin du 8e siècle. Enfin, le poème daté le plus tardif du recueil est 759, donc on peut penser que c'est quelque part entre 759 et 800, qui est écrit en japonais, mais dans un système qui, de l'extérieur, est entièrement sinographique, c'est-à-dire il n'y a que des caractères chinois. Mais certains sont utilisés pour des valeurs phonétiques et d'autres pour leur valeur de caractères chinois, donc idéographiques. Or, le premier poème, qui est très connu, c'est un poème réputé écrit par un empereur à moitié mythique, qui est tout à fait... il marche dans la campagne, il rencontre une jolie paysanne, c'est un peu sur le chemin de Nantes, c'est presque cela. Donc, ça commence par « avec ton panier, ton joli panier, I go to the market », n'est-ce pas ? Et alors, il dit... Alors, le panier, c'est Mikomochi. Komochi, Mikomochi, avec ton panier, ton joli panier. Et donc la paysanne est accorte, etc. Et Mikomochi, tenant ton panier. Mais mochi, qui est une forme verbale japonaise, il y a deux occurrences tout de suite, n'est-ce pas ? Donc Komochi, Mikomochi. Donc on voit bien. Alors le premier, il prend le caractère chinois qui veut dire tenir, dont on sait qu'il se lit mochi. Et puis après, il écrit en caractère chinois pris pour leur valeur phonétique, mochi, encore une fois. Et comment est-ce qu'il écrit ce mochi ? Il l'écrit par deux caractères chinois, donc phonétiques, mais ça veut dire, je dirais, roploplo, quoi. La poitrine, le lait maternel. C'est-à-dire que, avec cette forme verbale écrite phonétiquement en japonais, il fait appel au sens que ça a en chinois, que ça n'a plus du tout en japonais, mais le lecteur donc voit la poitrine de la jeune femme en même temps qu'il lit le verbe porter. Tu tiens ton panier et puis en même temps tu as une jolie poitrine. Il y a une avalanche de calembours là-dedans, et sans compter que certaines références des caractères de ce poème font des références directes, comme j'essayais de le montrer, au grand livre des odes, ODES, chinois, donc le Sheting, qui est le premier grand corpus poétique chinois. Donc il y a un mélange, par ce mélange de systèmes, il arrive à faire une avalanche, une cascade d'allusions qui va du calembour le plus gaulois, si l'on peut dire, jusqu'à des références au texte fondateur du chinois. Alors ça, c'est ce côté jeu sur deux systèmes d'écriture. Et puis alors, tu parlais des temples, il y a aussi un autre exemple qui me vient à l'esprit, le caractère chinois qui correspond à démon, qui se lit oni en japonais, se retrouve souvent dans les inscriptions des temples, des monastères bouddhiques, pour toutes sortes de raisons. Il y a des endroits qu'on appelle souvent les mashos, c'est-à-dire les lieux hantés, où il faut faire attention. Enfin. Et je m'étais amusé une fois dans un monastère à regarder le nombre de variantes du caractère chinois qui veut dire le démon, justement. Et il n'était jamais écrit de la même façon. Et l'un des traits les plus singuliers, c'est que, enfin, évidemment je ne vais pas l'écrire, mais disons qu'il y a l'attaque du caractère, c'est une espèce de crochet comme ça, qui peut faire penser à une corne de démon. Si bien que dans le monastère,
souvent ce caractère est écrit sans la corne, justement pour éviter. Voilà, pour décorner. Et donc on voit tout à fait que le caractère là remplace la chose. Et donc il faut le museler en quelque sorte, en lui enlevant la corne. Ça c'est très vrai en égyptien. Hein. Il y a une conduite apotropaïque qui est extrêmement forte. Par exemple, dans les textes funéraires, dans les textes des pyramides, quand un hiéroglyphe est susceptible de devenir dangereux en s'animant, on le coupe en deux. On le coupe en deux et, je dirais même plus, on plâtre l'espace entre les deux morceaux coupés pour être bien sûr qu'ils ne se reconstituent pas. Alors on a comme ça, on a des animaux sauvages, des lions coupés, enfin des serpents coupés en petits morceaux, etc. Alors ça c'est bon, on voit bien l'idée qui est derrière. Ce qui me frappe, c'est que c'est quelque chose qui culturellement est très référentiel. Ce sont des blagues de cuistre, si je puis dire. Si on n'a pas la culture suffisante pour comprendre, on ne peut pas accéder. Pour en revenir, si je puis dire, et ça c'est dans un compartiment, c'est bien rangé quelque part, on sait où on est. Mais pour en revenir à la question des fables, le problème pour moi est que dans la tradition littéraire mondiale, dirais-je, pas seulement égyptienne, mais déjà égyptienne aux époques plus tardives, on a des versions écrites. C'est-à-dire qu'on a bien la transcription d'un texte. Ce n'est pas simplement une scénette qui va représenter un bouc en train d'essayer de boire avec une paille dans un vase, mais derrière, il y a un texte, on le sait, puisque la tradition a conservé justement cela au-delà de l'image. Et l'image, si j'ose dire, c'est même amusant, dans notre culture à nous, est revenu se surimposer à un texte existant. On prend les fables de La Fontaine et on remet des images dessus, alors qu'à l'origine, c'est clairement l'inverse ce qui s'est passé. Et le fait qu'il y ait une transcription d'une littérature orale populaire, puisque là on a vraiment affaire à quelque chose qui est à l'évidence populaire, soulève quand même la question, d'abord, de la portée réelle de ces littératures. Est-ce que c'est une littérature de connivence qui se fait simplement... il faut imaginer que en Égypte pharaonique, à l'époque du bronze, si 5% de la population sait écrire, on est déjà... c'est vraiment extraordinaire. Or, il n'y a pas que 5% de la population qui rêve, qui songe, qui est amoureuse, qui raconte des histoires. Et les Aèdes ont bon dos, on dit oui, à cette époque-là, ils n'avaient pas la télé, ils mémorisaient très bien. Ouais, d'accord, enfin, il y a quand même la question du support. Et là, l'image... C'est une réflexion qui m'a particulièrement frappé quand, il y a quelques années, nous nous sommes intéressés, tu te rappelles, à des notations comme le Nashi. Oui. Où là, j'avais l'impression d'être à la fois devant une bande dessinée, mais une bande dessinée référentielle. Oui. Et alors, que le Nashi soit quelque chose de plus artificiel, que ça procède d'une volonté soit d'uniformiser ou d'échapper à une influence chinoise ou ce que l'on veut. Ça, oui. Bon, il y a certainement quelque chose derrière ça, mais le principe lui-même, à mon avis, est assez à rapprocher de ce genre de... Oui, certainement, ça doit être très, très ancien. Et en même temps, c'est très ancien. Mais par exemple dans l'écriture Nashi, pour dire le prêtre, eh bien, il y a une petite silhouette de lama tibétain. Voilà. Donc on voit que ça s'est élaboré à l'époque... pas le lama des Andes, mais vraiment tibétain, il n'y a pas de doute. Pas fâché. Oui, pas fâché. Et même des instruments liturgiques et tout cela. Et comme tu dis, c'est tout à fait étonnant de voir ça dans des régions qui étaient certainement des régions un peu perdues dans le vaste monde, disons, tibéto-chinois, mais qui quand même étaient en contact avec... Surtout le fait qu'il y ait un lama tibétain montre qu'ils savaient ce qu'était une écriture alphabétique et puis une écriture idéographique de l'autre. Et ils ont choisi de ne pas choisir, justement, et de se mettre dans une troisième voie qui est, d'un certain côté, elle est innovante, ou est-ce qu'on peut imaginer, en effet, qu'il se soit fondé sur des traditions plus anciennes, mais ça ressemble à une sorte de création spontanée, oui. Dans des conditions où il n'y a pas de possibilité de transmission savante, mais donc avec des écoles et tout ça, mais chacun refait un peu à l'intuition, en remettant
en contact, en un mot, un phonème, ou voir un ensemble de mots et une image, charge à chacun de la reconstituer Voilà. après. Alors sans doute pour retrouver des chants traditionnels, des choses comme ça. Oui, ce qui est impressionnant, enfin ce qui moi m'a fait douter, c'est que ce que tu décris, en fait, c'est simplement l'idée qu'il y a des marqueurs que l'on met et que chacun va interpréter dans son propre système et va restituer dans son système phonétique, culturel, etc. Oui. Alors, c'est quand même, ça fait partie des questions qu'on a pu se poser devant des écritures ou des langues qu'on n'a pas déchiffrées. Je pense au Tifinagh. Oui. On a émis toutes les hypothèses, et parmi celles-ci, simplement le fait qu'il s'agisse de marqueurs, de marques de propriété, de marques de ceci, de marques de cela, que l'on reconnaisse telle tribu par rapport à... Mais on n'arrive pas à le phonétiser réellement. Et les phonétisations que l'on fait, elles sont très postérieures, et elles reposent sur pas grand-chose. Oui, ça serait une idée. Donc on aurait quelque chose qui ne serait pas forcément l'expression d'une langue à l'origine, mais simplement. Voilà. C'est tout à fait. Et quelle est la véritable nature du signal qui est donné? Et est-ce que nous avons raison de l'interpréter forcément d'une façon phonétique ou pas? Parce que quand on regarde enfin, je ne veux pas me mettre à dos les linguistes et les phonéticiens historiques, mais bien souvent on fait des rapprochements. Alors on le voit dans mon domaine, dans les ethnonymes, les anthroponymes, les toponymes, etc. Où on dit ça fait penser aux Grecs. On oublie souvent qu'on compare à plusieurs millénaires d'écart des choses qui ne sont pas forcément comparables et dans des systèmes qui ne sont pas comparables. Je prends un exemple, puisque j'ai parlé de toponymes. Les transcriptions de toponymes dans une langue qui n'est pas la langue d'origine. Les Égyptiens étaient très forts pour ça. Ils avaient un gosier qui apparemment était totalement réfractaire au ouest sémitique. Et donc, quand ils entendaient un nom prononcé par sémites de l'Ouest ou plus lointains, ils essayaient de le transcrire dans leur système phonétique à eux. Ça donne des résultats absolument ahurissants. Alors, comme ils n'y arrivaient pas, ils ont trouvé des subterfuges, ils ont fait des notations par syllabes, par acrophonie, enfin bref, par toutes sortes de tours de passe-passe qui font qu'on ne reconnaît absolument pas le modèle d'origine. Donc on voit bien qu'il s'agit là d'une véritable difficulté. Et cette difficulté crée une certaine imperméabilité, une étanchéité entre les langues. C'est probablement la raison pour laquelle la langue égyptienne, qui était quand même la langue dominante à l'âge du bronze au Moyen-Orient, n'a jamais été une langue internationale. Simplement parce que c'était imprononçable. C'était compliqué, il n'y arrivait pas. Alors que le cunéiforme, c'est tellement facile. Il suffit d'avoir une machine à écrire les cunéiformes et on peut écrire n'importe quoi. C'est très curieux, et puis on voit en même temps le côté multiforme, pluriforme des cultures humaines, parce que d'un autre côté, l'écriture chinoise, telle qu'elle s'est répandue en Extrême-Orient, comme il ne faut plus dire maintenant, mais il y a encore l'école française d'Extrême-Orient, alors je me sens légitimé à l'utiliser, a joué dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'elle a profité de son côté immédiatement compréhensible, une fois qu'on la connaît, quelle que soit la langue qu'elle transcrit, pour se diffuser comme dans l'écriture. D'ailleurs, avant de poursuivre ça, j'avais lu il y a une trentaine d'années un article extrêmement intéressant fait par un médecin, un pédiatre new-yorkais qui était spécialiste des enfants dyslexiques. Alors c'est une expérience un peu tragicomique parce que donc des enfants qui avaient la plus grande difficulté à apprendre à lire en anglais, l'écriture alphabétique. Et ce qu'il a fait à titre d'expérience, c'est de leur apprendre les caractères chinois, mais à les lire en anglais. C'est-à-dire qu'il écrivait le caractère chinois jia, qui veut dire la maison, et qu'il faisait lire house.
Jeanne, n'est-ce pas, man, etc. Et les gosses y arrivaient très facilement. En une séance, ils mémorisaient correctement une dizaine de caractères chinois avec leur lecture anglaise. L'embêtant, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller très loin avec ça, mais on voit bien qu'il y a des avantages certains à ces écritures que j'appellerais logographiques, donc pour l'instant avec toutes les précautions d'usage. Et c'est un peu ce qui s'est passé au Japon, en Corée, au Vietnam. Donc le côté abstrait, en même temps à la fois concret et abstrait, permettait de faire passer le gros d'un message un peu, enfin pas tout à fait selon les mêmes modalités du nashi, mais quand même il y a quelque chose de cela. Et puis après il a fallu les ajuster aux différentes langues. Mais il y a un exemple très intéressant parce qu'il est tout à fait moderne, contemporain. J'ai pu le constater. Il y a dans ce que les Chinois appellent les minorités, les minorités ethniques, il y a une grosse minorité je crois même que c'est la plus importante par le nombre, en tout cas des minorités chinoises, ce sont les Zhuang. Les Zhuang, donc, qui sont situés dans le sud-est de la Chine. Or, ce sont ils sont divisés en plusieurs peuples, ils sont de langue thaï, enfin des langues apparentées au siamois, au laotien, tout ça, assez éloignées quand même. Et ces Zhuang sont divisés en une multitude de dialectes. Ils avaient jusqu'au XXe siècle, ils avaient adopté l'écriture chinoise, mais un peu comme les Vietnamiens, ce qu'on appelle l'écriture démotique vietnamienne, qui n'est pas du tout. C'est-à-dire qu'ils avaient adopté les caractères chinois, mais adaptés à leur langue et en inventant d'autres caractères qui avaient tout à fait des têtes de caractères chinois, mais qui étaient absolument incompréhensibles pour les Chinois, mais qui ne pouvaient se lire qu'en Zhuang. Et ils l'ont utilisé pour des chants, des poèmes, voire quelques textes juridiques au fil des siècles. Et puis évidemment, avec le nouveau régime et même la modernité en général, tout ça a été oublié et le gouvernement chinois a imposé pour chaque minorité, pour chaque dialecte du Zhuang, une sorte de transcription en lettres latines, en disant voilà, dans les écoles, c'est ça comme ça que vous écrirez et tout. Et puis, dans les années 90, une équipe de linguistes chinois a décidé de faire un grand dictionnaire du démotique Zhuang, c'est-à-dire de ces caractères que plus personne n'était censé utiliser. C'était un gros dictionnaire. D'ailleurs, j'ai raté l'unique exemplaire que j'avais trouvé à Tokyo, mais enfin, c'est une autre histoire. Eh bien, le côté extraordinaire, c'est que le premier tirage de ce dictionnaire, qui devait être 1500, 2000 exemplaires, a été tout de suite épuisé et que maintenant on ne le trouve qu'en photocopie. C'est que les intellectuels Zhuang se sont précipités dessus pour réécrire leur langue avec cette écriture qui était censée ne plus exister, mais qui était très pratique parce qu'elle était compréhensible pour tous les Zhuang. C'est-à-dire le mot pour livre, par exemple, qui ne peut se comprendre que par les Zhuang, mais qui est prononcé de multiples façons, ben là, donc il aurait été incompréhensible en caractère latin. Là, il était tout à fait compréhensible pour tout le monde. Ce qui fait que il est un peu prématuré de dire que l'écriture alphabétique est plus pratique que ces écritures logographiques, comme on voudrait le dire maintenant. Oui, ça, j'en suis parfaitement persuadé. Il suffit de regarder le désarroi des scribes qui, tout d'un coup, ont été obligés, parce que c'était l'ère du temps, de noter à partir du grec leur langue. Alors eux aussi, ils ont inventé des caractères spécifiques pour rendre des sons que le grec ne connaissait pas. Mais il est certain qu'il y a un appauvrissement dans le moyen d'expression. Il n'y a plus l'image, il n'y a plus le référent de l'image ou autre, mais c'est là où est la vraie question. Est-ce qu'il y a une littérature spécifique aux langues figuratives ou pas? On est là on peut raconter le loup et l'agneau de différentes façons. S'il y a un méchant loup vraiment très très méchant qui arrive en dessin, ou s'il y a simplement la puissance du verbe qui va évoquer, et comment va-t-elle évoquer, et comment passer de l'image elle-même, autrement dit comment noter la sensation et l'expérience d'une façon qui le rende perceptible, etc., etc. Là, on est dans une question de fond, si je puis dire. Oui, c'est vrai que ça engage tout à fait des choix qui sont... En t'entendant, je pense tout de suite à un exemple, il y en a d'autres, mais un exemple très, très fondamental, justement, je parlais des allographes.
Et alors, tu sais, ma prédilection, la prédiction, Prédiction je sais aussi. pas, je m'en garderai, mais ma prédilection pour le Sutra du Lotus, donc, qui en sino-japonais, c'est la sublime loi. La sublime loi, Myoho, enfin Miaofa en chinois. Et ce caractère sublime, Myo, donc c'est plus facile à prononcer que Myo, donc s'écrit avec une partie phonétique et puis une clé sémantique. Qui indique plus ou moins à quelle catégorie appartient le caractère. Il y a quelque chose d'un peu équivalent en égyptien, me semble-t-il. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il peut s'écrire de deux façons. C'est la clé sémantique. Soit un caractère qui maintenant veut dire plus ou moins le mystère, le mystérieux, le sombre, et l'autre caractère beaucoup plus connu qui est la femme. Et donc le sublime, le sublime mystérieux peut s'écrire avec soit la clé sémantique du sublime mystérieux, soit la clé de la femme. Et dans le Sutra du Lotus, c'est la clé de la femme qui a prédominé. Donc il y a une sorte d'éternel féminin qui est transmis, mais donc de façon tout à fait inconsciente, subliminale, mais l'un des caractères les plus fondamentaux de l'expression, disons, du vocabulaire religieux sino-japonais, pas seulement bouddhique, taoïste aussi. Et ça, c'est quand même très intéressant. Alors, disons que les taoïstes ont plutôt pris le caractère mystérieux et les bouddhistes ont plutôt pris le caractère pour femme. Je ne veux pas tirer de conclusion, mais c'est quelque chose qui est tout à fait au fil des siècles. Mais ce genre de jeu est absolument constant chez les écrivains japonais, voire chinois, et les poètes surtout chinois, mais les écrivains japonais jusqu'au début du XXe siècle. Les grands écrivains japonais que tout le monde connaît, par exemple, je pense Natsume Soseki, qui est l'un des écrivains fondateurs de la modernité japonaise. Plus aucun éditeur maintenant ne se risque à éditer le texte tel que lui l'a écrit, tant il regorge de trouvailles particulière, et qu'il y a les mots qu'il utilise, il a quasiment un vocabulaire qui lui est propre dans l'utilisation des caractères chinois. C'est-à-dire que maintenant, on est obligé de simplifier, alors on bazarde les caractères ou bien on les standardise, mais si on voulait écrire... alors il y a les éditions scientifiques, bien sûr, les préservent, mais pour le lectorat commun, on est obligé de simplifier. Et c'est vraiment s'amputer d'une grande partie du jeu linguistique permanent de Soseki ou bien d'autres écrivains antérieurs qui jouaient vraiment sur les deux. Un texte japonais, plus encore que le texte chinois, doit à la fois se lire phonétiquement et en même temps, disons, visuellement. Et il y a deux parties qui se jouent. Enfin, c'est comme un jeu d'échecs à double dimension, qui se joue en même temps. Je pense qu'on en a une toute petite réverbération dans nous. Donc je pense toujours au conte drôlatique de Balzac, par exemple, qui avait utilisé une orthographe super rabelaisienne, en quelque sorte, pour montrer toute la truculence du Moyen-Âge. Alors donc, c'est une orthographe qui n'existe pas, donc, mais qui est indissociable de la... Alors c'est un peu quelque chose de ce ressort, sauf que c'est beaucoup plus... Oui, c'est plus qu'un artifice graphique. Hein. En t'écoutant, je pensais à ce qu'on disait tout à l'heure sur le calembour. C'est-à-dire qu'effectivement, pour un Égyptien, en hiéroglyphe, c'est extrêmement facile, puisqu'il suffit de jouer d'une homophonie et de changer le déterminatif pour changer complètement le sens. Alors donc, on peut passer comme ça du meilleur au pire. Je note au passage le côté mystérieux de la femme, qui est effectivement une chose à méditer. Pour revenir à cette question... du signe qui va marquer, qui va définir, qui va caractériser. Ce qui est très frappant, c'est qu'en Égypte, en égyptien, dans le système hiéroglyphique, le signe qui a été choisi pour indiquer une opération intellectuelle, donc de réflexion, d'écriture, tout ce qui est intellectuel, c'est le rouleau de papyrus fermé. C'est pas du tout un hiéroglyphe, c'est pas un burin, c'est pas quelque chose qui sert à écrire sur un mur,
mais c'est au contraire ce qui sert à écrire sur un papyrus fermé, que l'on va fermer, que l'on va ranger dans la bibliothèque. Alors c'est peut-être pour ça que dans tous les contes égyptiens, les grands sages, les grands magiciens sont à la recherche du grand livre sacré de Thoth, parce que tout est contenu dedans, bien sûr. Mais il est intéressant de voir que l'opération intellectuelle en elle-même, c'est une opération qui est liée à l'écriture et pas à l'écriture hiéroglyphique, à l'écriture cursive qui est celle que l'on trouve sur les papyrus. Alors, est-ce à dire que pour un Égyptien, il y a une différence fondamentale entre le dessinateur et le scribe? Alors, c'est le même terme qu'on emploie. Oui, il y a oui, le scribe de la peinture et puis le scribe qui n'est pas de la peinture, si tu veux. Mais il semblerait que la formulation littéraire, la formulation intellectuelle ne passe pas forcément par le hiéroglyphe. Et le hiéroglyphe n'est en fait que le résultat d'une première formulation. Alors, à quoi cela correspond-il? On peut se poser la question de se demander pourquoi. Eh bien, en fait, ça correspond à la réalité même de la création littéraire en Égypte ancienne. Quand on voit les inscriptions qui sont sur les parois des monuments, des temples ou autres, ces inscriptions qui sont magnifiquement organisées, on est frappé de voir qu'il n'y a pas de rature, il n'y a pas de repentir, il n'y a pas d'erreur, il y a une mise en page qui généralement est à peu près parfaite, sauf dans un cas sur lequel je vais revenir dans un instant. Pourquoi? C'est parce qu'il s'agisse d'un texte théologique, d'un texte militaire, historique ou autre, il est la copie d'un brouillon qui est fait sur papyrus. Quand un roi partait en expédition militaire, les annales de Toutmosis III en particulier, qui nous ont retenus pendant si longtemps dans mon séminaire, eh bien, il se passait ce qui se passait sur le champ de bataille, et puis les annales, ensuite, elles s'étaient notées au jour le jour. Il y a sur un carnet de notes, ou un papyrus de notes, comme on veut, ou des tablettes de notes, on notait ce qui s'était passé le jour, les résultats, les morts, les butins, etc. et tout. Et on le sait parce que les textes eux-mêmes disent « comme cela a été noté ». Et en plus, il y a un style spécial que les Allemands ont appelé Tagebuchstil, qui est le style du journal de notes, tout simplement, et que l'on retrouve parfois dans le texte du genre, voilà, aujourd'hui, top, et puis liste de ce que, et puis on a le Tagebuchstil. Donc on sait que la création procédait comme ça. On mettait la paroi en carroyage, et puis on écrivait après dessus, en s'arrangeant pour qu'il y ait la place, pour écrire tout, sauf quand on avait une variable qui n'était pas connue du manuscrit original. Exemple, puisque je parlais d'annales, le nombre exact de tribus qui ont été données. Cruche de bière, tant. Alors, on prévoit un espace, puis en fait, l'espace n'est pas très bon. Alors, on va tasser, ou on va au contraire surutiliser l'espace pour mettre ce genre de réflexion. Alors, ce qui est intéressant, c'est de rapporter ça à la création littéraire elle-même. C'est-à-dire que la création littéraire elle-même n'est pas la mise en place définitive, mais elle reste une opération purement intellectuelle et une opération purement scripturale avec une écriture cursive qui, certes, fonctionne toujours sur les mêmes principes, mais dont l'expression en hiératique, par exemple, bien évidemment, n'a plus la même force persuasive qu'à l'image. Alors pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le jeu de mots et la relation texte-image, c'est-à-dire que l'on recrée à partir d'un texte, d'un canevas, un jeu de mots que l'on va rendre de façon graphique à partir d'un original qui ne porte pas les mêmes outils pour le rendre graphique. Donc c'est une véritable opération intellectuelle, c'est une véritable opération volontaire qui est celle d'utiliser l'image comme on utilise le texte non imagé lui-même. C'est une sorte de jeu de bande dessinée, oui. En quelque sorte. Mais que l'on retrouve dans nos cultures. La tapisserie de Bayeux, c'est ça. Hein, c'est une grande bande dessinée où l'on voit bien que la position des personnages, leur action, etc. Bon, il s'agit d'un récit, c'est plus facile. Mais on voit bien qu'il y a là une volonté de combiner le texte et l'image. Alors, sur ce fond-là, il y a une question que je me pose, mais là je ne suis pas compétent pour y répondre. Si l'on rapporte cela à des systèmes de notation du type Maya,
Aujourd'hui, on sait le lire, on est arrivé, on a compris. Grande découverte. C'est une grande découverte. Maintenant, mais ça y est, on le phonétise et puis on arrive à faire un pont avec les langues mayas. Il faut dire aussi que le maya est une langue qui est toujours parlée. C'est l'avantage. Il y a des populations qui continuent à le parler. Mais c'est aussi on a une formulation généralement sur la pierre extrêmement complexe, avec une agglutination de signes qui crée de véritables signes-phrases. Là, c'est plus le kanji, on est dans des formes extrêmement compliquées, qui sont fortement conceptualisées, puisqu'il faut qu'il y ait des marqueurs pour indiquer sur quel type de registre on est. Mais on a, à mon sens, une combinaison texte-image qui est encore supérieur à ce à quoi étaient arrivés les érudits d'époque ptolémaïque et romaine en Égypte. Alors, peut-être je me trompe, c'est une façon de voir les choses, mais il m'a semblé qu'on en était là. Alors, si on revient au nashi, ce nashi qui me colle au basque, est-ce que il faut y voir, donc plus qu'un sentiment nationaliste, etc., est-ce que il faut y voir une recherche qui est celle de faire coïncider une phonétique et une langue à une expression imagée qui, a priori, n'a pas grand-chose à voir avec la langue elle-même. Oui, alors là, oui, comme je ne connais pas le nashi, c'est difficile à dire. Et moi, donc. Oui, mais c'est vrai que c'est une question. C'est une question. Alors, je crois savoir, parce que l'Institut d'études anthropologiques d'Osaka, paradoxalement, s'intéresse pas mal au nashi, et je vois de temps en temps leurs publications qui passent. Alors, je sais, donc je ne connais que par la bande, mais alors je sais que, par exemple, il y a une renaissance des t-shirts nashi, parce que les touristes se précipitent dessus, c'est vrai que c'est très imagé. Il y a aussi une renaissance du nashi dans les enseignes, par exemple, les enseignes de restaurants, etc. Je pense qu'ils ont... Alors, il y a toujours un effet à double sens, c'est-à-dire que je pense que maintenant, le nashi devient beaucoup plus systématisé à présent qu'on essaye de le réinstituer en tant que signe d'identité nationale. Pour ce que je crois savoir de son usage dans la société traditionnelle, c'était la prérogative ce qu'on appelait tompa, qui est le mot tibétain qui veut dire maître. Donc c'était les religieux. Et les religieux donc connaissaient par cœur les chants ou les lignées historiques qui étaient censés transmettre. Et d'ailleurs, il faut dire que notre grand ancêtre du Collège de France, Rolf-Stein, le professeur Rolf-Stein, qui était un grand spécialiste à la fois du monde chinois, du taoïsme aussi, il a fait des choses absolument passionnantes, et aussi le grand refondateur des études tibétaines, qui a fait des recherches extraordinaires sur l'épopée tibétaine, à propos desquelles on a fait récemment un grand colloque au Collège de France, dont les actes vont bientôt paraître. Eh bien, Rolf-Stein s'est aussi intéressé, puisqu'il est passé par les régions nashi, s'est aussi intéressé au nashi, et il avait rapporté des petits documents nashi. Alors, j'ai eu la chance de les voir, parce que nous avions un ami commun et qui me les avait montrés. Rolf-Stein lui avait fait présent de 2 ou 3 de ces documents. Ils sont modernes. Mais c'est justement ce qui est intéressant. Oui. Et alors, ils ont une forme un peu... Ça ressemble beaucoup à des textes tibétains. Et ce qui est remarquable, c'est que malgré leur caractère essentiellement pictographique, ils sont quand même structurés comme des textes écrits. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de cases, c'est segmenté, et l'on voit donc que ces segments correspondent à des syntagmes, des vers. Ce n'est pas simplement une bande dessinée, c'est la référence au texte orale est quand même inscrite. Alors évidemment, rien ne permet de valider la correction de l'oralisation qu'on fera de ce texte, mais il y a suffisamment de balises, de marqueurs, pour voir que c'est présenté comme quelque chose de fixe quand même. Enfin, donc c'est vraiment un cas tout à fait extraordinaire. C'est vrai que c'est sans doute un phénomène
assez unique, me semble-t-il, dans son caractère à la fois ouvert et malgré tout structuré. Et il y a aussi, semble-t-il, quelques signes qui sont d'ailleurs plus abstraits, de genre signe plus, des choses comme ça, qui indiquent des choses qui ont des fonctions grammaticales plutôt qu'entièrement sémantiques, si tu veux. Et maintenant, je crois que plus personne ne maîtrise. Je crois qu'il y a eu un grand mouvement on a essayé d'archiver les mémoires de tous ceux qui connaissaient encore ce genre de choses, mais évidemment, la récupération t-shirt et enseigne de bistrot est très largement décalé de cela. Mais c'est vrai que tu as raison d'insister là-dessus, c'est un sujet tout à fait passionnant. Alors, et peut-être, alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut par exemple penser, mais c'est quand même beaucoup plus varié que l'écriture de Mohenjo-Daro ou des choses comme cela, mais dont on ne sait pas non plus exactement à quoi ça correspond. Elle a l'air beaucoup moins, elle n'est pas pictographique manifestement, mais je pensais à elle parce que il y a ce grand indianiste Witzel, dont Michael Witzel, qui lui a nié le caractère d'écriture de Mohenjo-Daro en disant que statistiquement, alors il a déclenché une polémique terrible parce qu'il avait fait un article avec 2 ou 3 statisticiens, mais du moment que tu sais ce qu'il faut démontrer, tu peux prendre les statisticiens nécessaires pour... Et donc lui avait démontré que c'était pas une écriture sur la base de statistiques de ses copains statisticiens. Et quelqu'un d'autre a réuni d'autres statisticiens qui ont montré que c'était parfaitement compatible avec une écriture. Il y a un savant finlandais du nom de Parpola qui a vraiment beaucoup travaillé sur les textes de Mohenjo-Daro. Et il a fait plusieurs sommes que j'avais quand même lu avec passion, parce que c'est vrai que depuis mon enfance, on parle de ça. Et alors, on avait l'impression à lire ces textes qu'il suffisait d'un tout petit pas pour déchiffrer ça. Mais le pas n'a jamais été fait. En revanche, ce qu'il a démontré, parce qu'il connaissait parfaitement le corpus, c'est qu'il y a dans certaines inscriptions des suites de caractères très rares, mais aberrantes. Et il a estimé que c'était des transcriptions de noms étrangers, de souverains. Alors, je vois se dessiner un sourire légèrement amusé, mais moi, ça m'avait vraiment beaucoup convaincu. La grande différence, donc, entre... On ne pourrait pas faire ça dans l'écriture nashi, qui est vraiment... voilà, j'invoquais Mohenjo-Daro pour une écriture qui nous est beaucoup plus mystérieuse, c'est vrai, mais qui... C'est très logique, hein. C'est aussi un problème qu'on a rencontré avec le méroïtique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a quelque chose qui est hors norme ou qui est discrépant avec ce que l'on a normalement, on peut se poser la question d'un élément exogène. Je dirais, c'est le complexe de Champollion. Hein. C'est le contenu des cartouches avec des noms qui correspondent pas à un mot de la langue. Mais enfin, Champollion, il avait l'avantage d'avoir un trilingue. Hein. Ça aide quand même. Hein. Là, c'est plus difficile à trouver. Mais c'est sûr que c'est peut-être la seule justification qu'on peut trouver à l'utilisation statistique non polémique. Oui. Je suis bien d'accord avec toi sur la valeur des statistiques. C'est-à-dire qu'on peut arriver à déterminer une certaine routine de formulation. Bah, il faut un corpus suffisant. Hein. Oui, pour l'exemple du méroïtique, on a maintenant plus d'un bon millier de textes, on arrive à avoir. Oui. Et étant donné, enfin pendant des années, j'ai eu le grand et redoutable honneur de suivre les travaux dirigés par Jean Leclan, puis André Heiler. Méroïtique Newsletter. Les Méroïtiques Newsletters, alors où nous avions fait, je me souviens, nous avions organisé, mais il y a fort longtemps, nous avions organisé les premières journées internationales d'études méroïtiques, qui furent les dernières d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, où nous étions dans une petite salle qu'est Anatole France, le CNRS était à ce moment-là qu'est Anatole France, au sous-sol, avec un trompe-l'œil qui nous faisait croire que nous avions une vue sur la Seine, alors qu'on avait une vue sur la piscine de Ligny. On avait une vue sur un néon et rien de plus. Et nous étions donc l'ensemble de la communauté s'intéressant au méroïtique. On était 9, et dont le célèbre linguiste Werner Wiesigl, qui était un esprit extraordinaire. Il parlait, lisait, écrivait 29 langues.
Et c'est ce qui m'a dégoûté définitivement d'ailleurs de la linguistique, c'est que je suis venu... Dictionnaire étymologique du oui, copte. Tout à fait, oui, qui n'est pas d'ailleurs extraordinaire. Mais je suis venu vers lui plein d'admiration. C'était un tout petit homme. Je suis venu plein d'admiration pour lui dire avec tout mon cœur à quel point j'étais... Et il m'a regardé, il m'a dit de sa petite voix, « Oh, vous savez, jeune homme, c'est les 9 premières qui sont difficiles, après ça vient tout seul. » Bon, donc j'ai compris, comme je n'étais pas un 9, j'ai compris que je n'avais aucune chance. Comme ça, mais à cette époque-là, on a tout essayé. C'était les débuts de l'informatique, donc on a essayé de faire de la sériation, on a tout essayé. Je me souviens d'avoir perforé des kilomètres et des kilomètres de cartes, puisqu'à l'époque, ça se faisait... C'était du PL1, on faisait ça comme ça. Et on est arrivé à rien. Rien du tout. On avait bien constaté justement qu'il y avait des récurrences. Et comme la majeure partie des inscriptions qu'on avait étaient d'origine funéraire, on s'est aperçu qu'il y avait des invocations à Isis et Osiris. Alors on arrivait à retrouver Oueshi, Ouaziré, etc., mais pas plus. Autrement dit, on arrivait à repérer des séquences, mais qui étaient loin de donner la clé de la langue. On arrivait à se rendre compte, mais ça, même quelqu'un qui ne connaît pas une langue étrangère voit bien quand il s'agit d'une personne ou des choses comme ça. Donc on n'avançait pas, et finalement, il a fallu que Claude Rilly, qui est un vrai linguiste, lui, s'aperçoive et travaille sur la structure même de la langue, pour laquelle on avait fait fausse route jusque dans les années 80. Je me rappelle de Fritz Hinze, qui était le grand spécialiste du bureautique, qui avait écrit une Struktur, qui était notre Bible, que nous lisions, relisions, etc. Je me souviens d'un jour où Fritz est arrivé, c'était à Munich, je crois, un colloque international d'égyptologues. C'était une sorte de colosse, un Prussien. Hein. Il est arrivé en brandissant son bouquin et en expliquant que c'était rien qu'un tas de conneries. Alors, tout le monde était catastrophé. Je voyais s'effondrer dans notre discipline. Et il a fallu attendre un certain nombre de temps que Claude Rilly reprenne la chose. Mais ceci dit, on avait une langue dont on savait de quoi elle parlait, qu'on était capable de phonétiser, puisque, en fait, ce sont des caractères que l'on arrive à mettre en relation avec la langue pharaonique. Et pendant longtemps, je me disais, un démotisant compétent va trouver. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais ce qui prouve que la clé de ce genre de langue, c'est quoi? C'est le moment où on arrive à déterminer un contenu identifiable qui soit autre chose que de simples énumérations. Ouais. Ce qui renvoie à des langues pour lesquelles on n'a pas grand-chose. On parlait du tifinagh tout à l'heure. C'est un peu la même chose. Tant qu'on n'aura pas un texte conséquent qui nous permettra de savoir un peu de quoi évidemment on parle, ou même plusieurs textes, on n'est pas capable de repérer plus que ce qui est un simple marqueur. Est-ce qu'il s'agit d'une marque de propriété? Est-ce qu'il s'agit d'une langue suivie, etc. Et je crois que, pour autant que je sache, la question est toujours ouverte. Oui, justement, ça me rappelle... Je reviens sur le Mohenjo-Daro, non pas que j'y connaisse grand-chose, mais c'est une question que je suis, qui me passionne. Je pense que tu parlais des travaux sur ordinateur. Je crois que les premiers à avoir mis sur ordinateur le corpus de Mohenjo-Daro, ce sont les soviétiques. Et donc dans les années 60, je crois, oui, 70... La belle époque. Oui, voilà. Et alors je ne sais plus comment ça s'est... Ils avaient fini par trouver que c'était compatible avec une langue dravidienne. Bon, alors, ça c'était le contact avec une langue existant vraiment. Alors ça s'était superposé avec le fait que la région correspondant à peu près à ces écritures au Pakistan actuel coïncidait avec une poche d'une population tout à fait extraordinaire. Ce sont les plus septentrionaux des Dravidiens, ce sont les Brahwis, qui parlent une langue très, très influencée par le Punjabi autour, mais qui est quand même vraiment dravidienne. Et tout le monde, comme disait Bretéché, ils se sont tous jetés là-dessus comme des bêtes, et Parpelin en particulier. Et donc on disait, voilà, alors on a trouvé des tas de correspondances. Alors je sais pas, il y a des histoires d'étoiles, donc qui correspondaient assez bien avec.
Et puis, brusquement, malheureusement, un historien un peu lucide s'est intéressé au Brahoui. Et puis, on a découvert que c'était une main-d'œuvre qui avait été transportée là au temps de l'Empire moghol, qui datait à tout casser du XVIIe siècle. Enfin, d'ailleurs, ce qui explique le caractère très dravidien de leur langue. Alors, évidemment, le grand argument des plus solides défenseurs d'une possibilité de déchiffrer l'écriture de Mohenjo-Daro, c'est un peu éparpillé. Bon, on ne désespère pas, mais c'est un peu anecdotique. Tu parlais tout à l'heure des caractères pour exprimer le livre en égyptien, tout ça. Alors, en chinois, il y a pas mal de termes. En particulier, l'un des plus anciens, dans ma petite tête, je trouve que ça ressemble à un hiéroglyphe, parce que ça représente enfin, c'est moins discernable maintenant, mais comme encore un peu, ça représente vraiment deux lamelles de bambou reliées par une ficelle. Et d'ailleurs, en coréen moderne, pour dire le livre, tchèque, c'est ça, hein, c'est ce mot tse en chinois, et on voit vraiment les lamelles que l'on trouve dans les tombes. C'est le cas, oui. Oui, effectivement. C'est vraiment ça. Et puis, et un autre caractère qui correspond, qui s'écrit avec la clé de la soie. Alors là, justement, ce sont les rouleaux de soie pour les livres de luxe, les livres religieux, la liturgique, etc. Et que, disons qu'on pourrait transcrire, alors en chinois c'est Jing, n'est-ce pas, qu'on pourrait transcrire par King. Et alors, nous avions parlé avec notre regrettée amie Véronique Schiltz un jour, et je ne m'étais jamais posé la question. Elle me dit, mais vous savez qu'on soutient que le mot russe pour le livre, kniga, viendrait du chinois. Et je ne m'étais jamais posé la question, mais si l'on demande de lier kniga à un mot chinois, évidemment, on pense tout de suite à king, n'est-ce pas? Et il semble bien que le mot ne soit attesté que depuis les invasions mongoles. Il y a deux étymologies possibles. L'autre, je n'y crois pas trop, parce que je ne vois pas trop phonétiquement, enfin je ne suis pas linguiste, mais quand même il y a des limites, je ne sais pas trop comment elle pourrait... Alors que Kyong, donc Kyong en chinois médiéval, enfin, pourrait assez bien coïncider avec ce. Donc j'essaye de suivre aussi la question, elle est très controversée, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'autre étymologie valable pour cette. Qui est quand même un terme presque panslave, qui s'est répandu après. Si Véronique le pensait, je suis. Oui, enfin, elle se demandait, mais c'est vrai que ça m'a paru tout à fait. Ça pose la question des importations culturelles. Hein. Oui, justement. Bon, on connaît le rôle du grec par rapport au russe, hein, bien évidemment. Donc on pourrait en déduire qu'on a à peu près quelque chose d'équivalent. Mais pour ce qui est de l'opération intellectuelle et pour revenir à ce rouleau de papyrus, ce qui est frappant, c'est que le rouleau de papyrus n'est pas quelque chose qui est répandu dans le peuple. C'est un outil, j'allais dire, de classe. Mais effectivement, d'abord, le papyrus coûte cher, a toujours coûté cher. Et sur quoi écrit-on quand on est, alors déjà, membre d'une classe plus aisée, puisqu'on sait lire et écrire, hein, oui. Mais quand on n'est pas un grand seigneur, on écrit sur ce qui tombe sous la main. Un morceau de vase cassé, un morceau de pierre, etc. Ou alors on prend un bout de bois, on l'enduit, et puis on en fait une tablette qu'on peut effacer. C'est l'ardoise du pauvre, quoi. D'ailleurs, ce qu'on utilise dans les écoles, qui prouve que déjà les écoles étaient pauvres à cette époque-là. Donc ça, mais le papyrus, alors c'est intéressant aussi, c'est que le papyrus qui sert donc à déterminer l'écriture, mais aussi toutes les opérations intellectuelles, c'est quelque chose qui est achevé, car c'est quelque chose qui est fermé. C'est un rouleau fermé, c'est pas un rouleau ouvert. Oui. Autrement dit, c'est à la fois une œuvre achevée, c'est aussi une pensée, qui est une pensée complètement formulée. Et on le voit dans les textes sapientiaux, quand il est question de la maxime, de la sentence, de la formulation gnomique, etc., on retombe sur cette même idée qui est celle du rouleau de papyrus fermé. Le verbe kem, être achevé,
qui, alors, jeu de mots, par homophonie, désigne aussi l'Égypte, désigne à la perfection, désigne ce qui est noir, la terre noire du Limon. Il y a tout un jeu qui se fait. On voit bien qu'on a affaire à une conception au terme de laquelle l'opération intellectuelle n'est pas réservée à tout le monde. Elle appartient à un certain groupe, probablement, dans la société. Et donc, ça repose à nouveau la question de la littérature, de l'entre-soi littéraire, de la pénétration ou non des traditions populaires. Ce qui est extraordinaire, c'est que, comme beaucoup d'égyptologues, en travaillant sur les textes, à certains moments, je me suis dit, tiens, c'est une citation d'un proverbe, c'est une citation de quelque chose. Et je me suis mis, moi aussi, sur les traces de Hermann Grapov, qui, en 1924, avait fait paraître une petite étude sur les formulations imagées. Donc, il a essayé de retrouver... En fait, il n'a fait que écrire un petit livre sur les comparaisons, mais il n'a pas retrouvé les proverbes. Et Georges Posner avait en son temps caressé l'idée d'écrire un livre sur les proverbes. C'est la sagesse populaire, les proverbes, etc. Il n'y est pas arrivé. Il n'a pas dépassé la vingtaine d'exemples. Alors ça oui, on se dit, mais l'Égypte, la sagesse, les proverbes, ancêtres de la Bible, etc. et tout, mais ça doit être tellement évident. Absolument pas. Donc il y a bien le fait là qu'il y a toute une littérature qui nous échappe. Oui. Et que par manque d'écrit, en fait, on n'arrive pas à maîtriser. On comprend qu'il se passe quelque chose, mais on est incapable. On ne trouvera pas un proverbe du style « à bon chat, bon rat ». Bien qu'il y ait eu plein de chats et plein de rats, bien sûr. Ce que tu dis, nous procédons presque par association d'idées, mais c'est le propre justement de ces écritures. Oui, tout à fait. Mais ce que tu dis du mot pour l'Égypte, qui est la terre noire, et puis relié au concept du mystère, alors pratiquement ça vient prouver le mémoire où l'on prouve que les Chinois sont une colonie égyptienne. Parce que je te parlais de ce caractère échangeable avec le terme de femme, qui veut dire mystérieux et sombre. En réalité, c'est à l'origine, enfin bon, c'est difficile de dire l'origine, mais l'un des termes, l'un des sens les plus anciens, et c'est justement la couleur de la terre, c'est-à-dire la couleur noire ou jaune foncé, selon l'endroit où l'on se trouve. Si c'est dans la vallée du fleuve jaune, justement, c'est plutôt noir. Oui, et c'est en effet donc du sens de noir obscur, mystérieux, c'est passé, et ça désigne après tout ce qui est science occulte aussi. Attention, pour un Égyptien ancien, le noir n'est pas l'obscur. Ah oui. C'est une chose qu'il faut comprendre. Il y a deux termes en chinois aussi. Parce que si on veut parler, par exemple, pour nous, la noirceur, c'est la mort, c'est l'absence de... Pas du tout. La couleur du deuil, c'est pas le noir. Ah oui. Le noir, c'est la couleur de la renaissance. Osiris a le visage noir, il est noir parce qu'il est comme le limon qui a été fertilisé par la crue d'une mine, d'où les Osiris végétants. Il est le symbole même de la Renaissance. Et quand on regarde les représentations funéraires, le fait d'être en noir, c'est gage que l'on va revivre. D'ailleurs, la momie que l'on passe, que l'on bituminise, elle va être, ou que l'on met dans le natron, elle devient noire. Alors que la couleur de l'aridité, c'est le rouge. C'est les déserts qui sont autour. Ah, oui. Les déserts qui sont... Alors, d'où le fait que le rouge, c'est la couleur du méchant, c'est la couleur du mauvais, c'est la couleur de Seth, c'est la couleur de la destruction, de tout ce qu'on veut. Mais alors que le noir, bien au contraire, c'est le symbole de la vie. D'où l'achèvement. Il est clair que la sagesse et la pensée profonde, elle revient en fait à ça. Elle revient, c'est la grande saga finlandaise qui après des dizaines de milliers de vers, se termine par la phrase « Au vivant, la vache ». Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que celui qui tient la vie, qui reste maître de la vie, ben, il a la sagesse, il a absolument tout.
en chinois, il y a plusieurs mots pour noir, en effet, qui ne se recoupent pas. Et alors, ce qualificatif de la Terre, c'est ce qui est mystérieux, sombre, obscur, et parfois quand même maléfique aussi. Mais ça veut dire aussi, ça désigne par exemple le taoïsme, justement, comme doctrine occulte, en quelque sorte. Ah oui. Mais ce que tu dis de la vitalité noire, par exemple, le peuple, dans les vieilles expressions chinoises, ce sont les têtes noires, c'est-à-dire les cheveux noirs du peuple, quand l'empereur le voit assez. Il ne voit que ça. Oui, donc voilà, il voit que les chevelures noires. Et c'est un autre terme encore, mais qui Ah, mais c'est vrai que c'est un phénomène psychologique assez évident. Le noir est effrayant, puisque c'est le noir de la mort. Oui. Donc on va le transfigurer, et on va le transfigurer en quelque chose de positif. En fait, quand on regarde les livres funéraires égyptiens, c'est uniquement ça. C'est uniquement une façon de montrer que l'on a tous les outils, tous les moyens de surmonter ce passage. C'est un peu comme la magie sympathique. Mais la magie sympathique, on la pratique encore sans le savoir. Aujourd'hui, en médecine, pour un Égyptien, c'est très simple. Quelqu'un est piqué par un scorpion. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va expliquer au venin du scorpion que ça, c'est une situation qu'on connaît, qui s'est déjà passée, que Horus, dans les forêts, dans les fourrés de Chemmis, a été piqué par un scorpion et qu'il a guéri. Que donc le scorpion s'est trompé, il a piqué Horus, et comme Horus a déjà été guéri, eh ben, il peut pas le faire mourir. C'est une variante d'AstraZeneca. Voilà. On raisonne en médecine à peu près comme ça. On crée une situation similaire. Et donc la façon de résoudre le noir, c'est en quelque sorte de la magie sympathie. Donc c'est simplement expliquer que celui qui est négatif ne l'est pas. Et une fois qu'on a le bon moyen de le juguler, là, on n'hésite pas. Eh bien oui, on pourrait peut-être finir justement sur cette vertu thérapeutique. Au Japon, comme l'a montré mon maître et ami Hartmut Rotermund, la grande thérapie magico-littéraire, je dirais, c'était la récitation de poèmes japonais classiques, de forme classique, que l'on avait posé comme équivalent des mantras, des dharani, des formules sanskrites bouddhiques. On avait décidé qu'elles avaient la même efficacité. Donc la langue japonaise était aussi efficace que la langue sanskrite, qui était la langue, dans le bouddhisme, qui était la langue dont les termes représentent, dont chaque phonème représentait une réalité, en quelque sorte. Et voilà, donc il y a eu jusqu'au XIXe siècle, et peut-être même un peu plus tard, il y avait tout un corpus de poèmes magiques, médico-magiques à réciter dans toutes les circonstances, mordus par des bestioles, attaqués par la variole, etc., etc. Donc je ne sais pas si maintenant on va en faire comme l'AstraZeneca. Il faudra suggérer cela aussi. Parce que, est-ce qu'au Japon, dans la tradition magico-médicale, on pratique justement cette force déterminante de l'écrit? En Égypte, c'est très simple. Si l'on veut s'assimiler des pouvoirs, si l'on veut prendre... on écrit une formule sur un rouleau de papyrus, on met ça à tremper dans la bière, on avale, et puis à partir de là, j'allais dire, on a la science infuse, mais c'est à peu près ça. Et ça se pratique aussi. Oui, il y a exactement la même chose. Il y a aussi le fait que l'écrit peut être fait sur le corps. Il y a cette fameuse histoire qui est connue par le film Kwaidan, n'est-ce pas, où le moine hanté par un fantôme agressif se voit inscrit tout un sutra sur le corps, et puis on a oublié les oreilles, le démon lui arrache les oreilles. Oui, voilà. Et à vrai dire, l'écriture sert à tout. L'un de mes amis, Alain de Grappard, a fait un magnifique article où il a pris un cas, mais qui existe un peu souvent au Japon, d'un temple dans le Kyushu, qui est entièrement le Sutra du Lotus
mon sutra de prédiction, comme je disais, oui, qui est entièrement inscrit dans le paysage. C'est extraordinaire. Donc, le nombre de caractères correspond au nombre de petites chapelles. Les 8 livres du Sutra du Lotus correspondent aux petites vallées, etc. Il y a aussi beaucoup d'illustrations où l'on voit des pagodes écrites avec écrite avec l'ensemble des caractères du sutra, c'est-à-dire que donc on a une espèce on essaye d'établir une espèce de corrélation entre la réalité et le texte. Et ça, évidemment, c'est en caractère chinois, c'est pas pensable de le faire autrement. Mais en même temps, on a et alors là, comme l'a montré une autre de mes amies et collègues, Claire Brisset, on a toute une école d'illustration japonaise où l'on voit le texte du sutra qui est en caractère chinois, et puis illustré avec des poèmes, et les poèmes sont écrits en syllabes japonaises qui sont beaucoup plus déliées et qui se mêlent aux herbes, aux feuilles et aux branchages, c'est-à-dire au monde phénoménal. Donc on a la solidité des caractères d'un côté qui se reflète dans la fluidité des courants, des vaguelettes et tout ça, qui sont en réalité des lettres japonaises syllabiques. Enfin, il y a une espèce de corrélation comme ça entre les deux niveaux d'écriture qui indiquent les deux niveaux de la réalité. Enfin, c'est magnifique. C'est très drôle, c'est assez japonais. Enfin, parce que c'est vraiment magnifique parce que en t'écoutant, je pensais aux temples égyptiens qui sont entièrement, surtout à basse époque, qui sont entièrement recouverts d'inscriptions. Il n'y a pas un pouce qui ne soit utilisé. Et qu'ils le sont parce qu'ils sont une réduction de l'univers. C'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur le lieu où le démiurge et toute sa bande officient. Donc, il y a toute cette géographie que tu décrivais se retrouve avec toutes ces complexités, etc. Puis il y a le monde extérieur. C'est pour ça que généralement, à l'extérieur, on voit le roi en train de flanquer une raclée aux ennemis de l'Égypte, etc. C'est-à-dire que chaque temple, en fait, se suffit à lui-même et constitue un monde. Voilà, il constitue le monde. Et le dieu du temple est à chaque fois le démiurge. Donc il y a autant de démiurges qu'il y a de temples, mais ils ne sont que la réduction d'un même processus qui est censé reproduire ce qui se passe à Héliopolis, évidemment. Et c'est aussi la raison pour laquelle toute cette culture, qui est une culture totalement liée et archivée dans les temples, ce sont à la fois les églises et les universités, hein, et les archives, le jour où on ferme les temples, tout tombe. Il n'y a plus rien. Oui, voilà. La culture disparaît totalement, mais totalement. Et il faudra attendre des siècles et des siècles pour qu'un dénommé Champollion retrouve une clé qui permette de réentrer dedans. C'est-à-dire que cette remarque montre l'interdépendance absolue qu'il y a entre toute forme de production intellectuelle et la cosmologie elle-même. On ne peut pas envisager l'une sans l'autre. Et le moindre signe, la moindre lettre écrite sur un tesson ou sur un papyrus, en fait, ne tient que parce que l'ensemble de l'univers la sous-tend. Écoute, c'est vraiment, oui, pour finir sur cette note apocalyptique, alors c'est un peu ce qui s'est passé au Japon. Enfin, bien sûr, le Japon n'est pas détruit, mais cet univers intellectuel japonais là, que je résumais dans ces deux, eh bien, il a disparu vraiment à l'âge de la modernité, lorsque le gouvernement de Meiji j'en ai peut-être déjà parlé, mais a vraiment fait cette espèce a scindé ces deux éléments qui étaient le bouddhisme d'un côté et une religion japonaise qu'on pourrait appeler Shinto, pourquoi pas, qui s'était inscrite dans l'univers bouddhique, et puis au nom d'un nationalisme très occidental, on dit le Shinto, c'est la religion du Japon, on se débarrasse du bouddhisme, et ils ont mis fin à cette symbiose en séparant les deux, et les deux sont un peu allés à volo quand même, et se sont reconstitués après en nouvelles sectes, en nouveaux courants, mais cette grande unité qui s'était forgé au cours des siècles dans le haut Moyen-Âge japonais, a vraiment été... là aussi, c'est un peu comme dans l'Asclépios, n'est-ce pas, l'apocalypse égyptienne. Les mots ne veulent plus rien dire, et ça a été la modernisation de Meiji. Bon, ce n'est pas un jugement sur le... Disons que nous passions à autre chose, en tout cas. Ça, c'est très intéressant.
je pense que peut-être nous aurions d'autres choses à dire, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois ou pour un prochain monde. Un prochain En tout monde. cas, merci beaucoup. Merci beaucoup.